Mon mari m'a fait donner un rein à sa mère. Il a dit, prouve que tu fais partie de la famille. J'ai subi l'opération. Je lui ai sauvé la vie. 3 jours plus tard, alors que j'étais encore à l'hôpital, il m'a remis les papiers du divorce. Sa mère a souri depuis son lit. Merci pour le rein. Sa petite amie était dans la chambre, portant une bague de fiançailles. 6 mois plus tard, ils avaient besoin de quelque chose d'autre. Un autre organe. Ils m'ont appelé, désespéré. J'étais encore en convalescence de l'opération quand mon mari m'a remis les papiers du divorce. 3 jours. C'est le temps qu'il a attendu après que j'ai donné mon rein à sa mère. 3 jours avant qu'il n'entre dans ma chambre d'hôpital avec sa petite amie enceinte et un avocat portant une mallette pleine de documents qui allaient m'effacer de sa vie. Je ne pouvais pas me redresser sans aide. Le cathéter était toujours en place. L'incision sur mon flanc gauche me brûlait à chaque respiration. Et Ryan se tenait au pied de mon lit, ne voulant même pas me regarder, tandis que cette femme blonde en pantalon de yoga de marque touchait son ventre arrondi et souriait. Il s'agit de la dissolution du mariage, Madame Bennett. La voix de l'avocat était professionnelle, presque lasse, comme s'il faisait ça tous les jours. Comme si je n'étais pas allongé là avec la moitié de mes entrailles en moins, donné pour sauver une femme qui venait de m'envoyer un SMS disant « Merci pour le rein. Tu as toujours été temporaire. » J'ai regardé Ryan, mon mari depuis 7 ans, l'homme pour qui je venais de sacrifier une partie de moi-même. Pourquoi? Il a finalement croisé mon regard. Maman avait besoin de toi. Maintenant, elle n'en a plus besoin. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'étais pas de la famille. J'étais des pièces de rechange et ils venaient d'obtenir ce qu'ils étaient venus chercher. Mais je devrais revenir en arrière. Expliquer comment j'en suis arrivé là. Comment une professeure d'art plastique de lycée de Grand Rapids, Michigan, est devenue donneuse d'organes pour une femme qui la considérait comme jetable. Mon nom est Maya Parker. Ou plutôt, c'était Maya Bennett à l'époque. J'avais 32 ans, j'enseignais les arts plastiques au lycée de Riverside, et je dirigeais un petit programme de poterie après l'école que je finançais avec mon propre salaire parce que le budget du district n'était jamais suffisant. J'aimais mes élèves, j'aimais les voir découvrir qu'ils pouvaient créer quelque chose de beau de leurs propres mains. C'était la meilleure partie de ma journée. À la maison, je gérais tout. Les factures, l'hypothèque, les cotisations de retraite, les courses, chaque décision financière. Ryan disait toujours qu'il était meilleur en vente qu'en tableur. Il était agent immobilier, charmant et ambitieux, toujours à la poursuite de la prochaine grosse commission. Il rentrait tard, sentant les dîners d'affaires coûteux, et me parlait de contrats qui étaient presque conclus ou sur le point de l'être. Je m'occupais du reste. C'était notre arrangement. Cela semblait juste à l'époque. Notre mariage n'était pas parfait. Ryan était parfois distant. Il travaillait souvent tard, mais je me disais que c'était normal. Que c'était à ça que ressemblait un mariage après 7 ans. La passion s'estompe, la routine s'installe, et on construit une vie ensemble, n'est-ce pas? J'avais pourtant remarqué des choses, de petites choses. Notre compte d'épargne diminuait depuis des mois. 10 000 était devenu 8, puis 6, puis 4. Chaque fois que je me connectais pour payer l'hypothèque ou faire un virement, le solde était plus bas. Quand je demandais à Ryan, il me balayait d'un revers de main avec ce sourire facile qu'il utilisait avec ses clients. Fluctuation du marché, chérie. Ma structure de commission a changé ce trimestre. Ça va remonter. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire, parce que si je ne le faisais pas, qu'est-ce que cela disait de moi? Des 7 ans que j'avais investi dans ce mariage. Puis Gloria a appelé. Fin février, un jeudi soir. Ryan était dans son bureau à la maison, la porte fermée. Quelque chose qu'il faisait de plus en plus souvent. Et je corrigeais les devoirs des élèves à la table de la cuisine quand son téléphone s'est allumé sur le comptoir. J'ai vu son nom sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Quelque chose m'a dit de décrocher. Sa voix semblait faible, fragile. Est-ce que Ryan est là? Il travaille. Est-ce que tout va bien? Il y a eu une pause, une respiration. Puis, mes reins lâchent. Tous les deux. Les médecins disent que j'ai besoin d'une greffe. La pièce a basculé. Gloria n'avait que 63 ans.
Elle avait toujours semblé en bonne santé, active, le genre de femme qui publiait sur ses cours de yoga chaud et ses smoothies verts sur Facebook. Oh mon Dieu, Gloria, je suis tellement désolé. Que pouvons-nous faire? Il teste la famille. Ryan, Donald, Michelle. Nous saurons bientôt. Ryan est sorti de son bureau 20 minutes plus tard. Je lui ai parlé de l'appel. Il a hoché la tête lentement, son visage vide. Ouais, elle m'a envoyé un texto plus tôt. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'avais besoin de digérer ça d'abord. La semaine suivante a été un tourbillon de rendez-vous médicaux et d'appels téléphoniques familiaux. Les reins de Gloria se détérioraient plus vite que prévu. Elle avait besoin d'une greffe dans les mois, pas les années, à venir. Toute la famille s'est fait tester. Ryan, son père Donald, sa sœur cadette Michelle, même le mari de Michelle, Greg. Aucun d'eux n'était compatible. Puis Ryan est rentré un mardi soir et s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. Son expression était prudente, contrôlée. Ils t'ont testé aussi, à partir de ce bilan sanguin que tu as fait l'année dernière pour la police d'assurance vie. Mon estomac s'est noué. Et tu es compatible. La seule. Le poids de ces mots s'est abattu sur moi lentement, lourd, m'étouffant. Les médecins disent que tu es presque parfaite, meilleure que n'importe qui dans la famille. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Sa paume était froide. Je sais que c'est beaucoup demandé. C'était tout. Mais qu'étais-je censé dire? Laisser ma belle-mère mourir parce que j'avais peur? La pression a commencé le lendemain. Gloria appelait tous les matins, sa voix faible et tremblante. Maya, ma chérie, je ne veux pas te mettre la pression, mais les médecins disent que le temps est critique. Donald est venu chez nous avec des brochures sur le don de reins, des statistiques sur les taux de survie. Des dépliants glacés montrant des donneurs souriants et des receveurs reconnaissants. Michel envoyait de longs textos sur la famille, le sacrifice et tout ce que Gloria avait fait pour Ryan au fil des ans. Comment elle avait cumulé 2 emplois pour lui payer ses études. Comment elle lui avait tout donné. Je voulais aider. Bien sûr que je le voulais. Mais quelque chose n'allait pas. Notre assurance avait des lacunes que je ne connaissais pas. Des franchises élevées, des spécialistes hors réseau, des tickets modérateurs qui pouvaient se chiffrer en dizaines de milliers. Quand j'en ai parlé à Ryan, sa mâchoire s'est crispée. Maman m'a élevé. Elle s'est tuée au travail pour moi. Elle m'a tout donné. Sa voix avait une dureté que j'entendais rarement. Vas-tu vraiment laisser l'argent t'empêcher de lui sauver la vie? La culpabilité a fonctionné. J'ai programmé l'opération pour 3 semaines plus tard. Ma directrice, Dr Helen Crawford, m'a convoqué dans son bureau le jour où j'ai soumis mes papiers d'arrêt maladie. Elle avait la soixantaine, des yeux vifs, les cheveux gris attachés en un chignon pratique. Maya, es-tu sûre de toi? J'ai hoché la tête automatiquement. Oui, bien sûr. Hélène m'a étudié un long moment. Son expression était difficile à lire. Le don d'organes est une chose magnifique, mais c'est aussi sérieux, permanent, et ça change une vie. Tu dois être absolument certaine que c'est ton choix, et non celui de quelqu'un d'autre. C'est mon choix, ai-je dit en forçant un sourire. J'en suis sûr. Mais je ne l'étais pas. Cette nuit-là, j'ai retrouvé Ryan dans son bureau, porte fermée, parlant au téléphone d'une voix trop basse pour que je puisse l'entendre clairement. Quand j'ai ouvert la porte, il a raccroché immédiatement. Juste un client, a-t-il dit sans me regarder. J'ai remarqué qu'il évitait mon regard. L'opération était prévue pour un mardi de mars. Je me suis réveillé à 4h30 du matin, les mains tremblant tellement que je ne pouvais pas boutonner ma chemise. Ryan m'a conduite à l'hôpital en silence. Les routes étaient vides, le ciel encore sombre. J'attendais qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour me rassurer, pour me remercier. Il n'a pas parlé de tout le trajet. Dans la salle de préopération, ils ont fait passer Gloria devant mon lit. Je m'attendais à ce qu'elle s'arrête, qu'elle dise quelque chose, qu'elle reconnaisse ce que j'allais faire pour elle. Elle ne m'a même pas regardé, fixant droit devant elle, la mâchoire serrée, les yeux plats et distants. Une infirmière m'a tapoté le bras. Vous êtes très courageuse. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais terrifiée.
L'anesthésiste s'est penché sur moi avec un sourire aimable. Prête? Je ne l'étais pas, mais j'ai quand même dit oui, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. On se sacrifie. On prouve qu'on en fait partie. Quand je me suis réveillé, la douleur a été immédiate et accablante. Mon flanc gauche semblait avoir été déchiré et recousu avec du fil de fer barbelé. Une infirmière se tenait près de mon lit, vérifiant les moniteurs. L'opération s'est parfaitement déroulée. Le rein de Gloria fonctionne à merveille. J'ai essayé de me sentir soulagé. J'ai essayé de me sentir fier. Au lieu de cela, je me sentais vide, creusé, comme si quelque chose d'essentiel avait été pris et que je ne le retrouverais jamais. Ryan est passé ce premier soir. Il est resté 10 minutes. Debout près de la porte, les mains dans les poches. Je dois aller voir maman, a-t-il dit, en m'embrassant le front sans chaleur. Puis il est parti. Je suis resté là, seul, à fixer les dalles du plafond, les comptant pour me distraire de la douleur. 43 dalles. Les néons bourdonnant au-dessus, l'odeur antiseptique de l'hôpital, le bip des machines surveillant mes signes vitaux. Je ne m'étais jamais senti aussi seul de toute ma vie. Le deuxième jour, Ryan n'est pas venu du tout. Une infirmière a mentionné qu'il avait été avec Gloria la majeure partie de la journée. Votre belle-mère se porte remarquablement bien, a-t-elle dit avec un sourire. Vous lui avez fait un merveilleux cadeau. J'ai essayé de lui sourire en retour. Mon visage semblait gelé. Le troisième jour, l'infirmière est entrée pour vérifier mes constantes. Votre mari est là. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Peut-être qu'il était enfin là pour me ramener à la maison, pour me dire que c'était fini, pour me remercier comme il se doit. Puis Ryan est entré. Et il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui, blonde, athlétique, portant ses pantalons de yoga coûteux et un bracelet en diamant qui captait la lumière fluorescente. Et un homme en costume sur mesure portant une mallette en cuir. Ryan ne s'est pas assis, ne s'est pas approché du lit, il est juste resté au pied comme si j'étais une étrangère. Maya, voici Cassie et mon avocat, Monsieur Hoffman. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter les mots. J'ai regardé la femme, l'avocat, puis de nouveau Ryan. Quoi? Monsieur Hoffman a ouvert sa mallette avec une efficacité bien rodée. Professionnel, détaché. Madame Bennett, votre mari demande la dissolution du mariage. Il a posé une pile de papiers sur la table à côté de mon lit. Voici les documents. Les mots ne se connectaient pas. Dissolution. Mariage. Papier. J'ai regardé Ryan, attendant qu'il rie, qu'il dise que c'était une erreur, qu'il fasse quelque chose d'humain. Il évitait mon regard. Cassie s'est agitée, mal à l'aise. Sa main s'est posée sur son ventre. C'est là que je l'ai vu clairement. Le gonflement de son ventre sous son haut moulant. Enceinte de 7 mois, peut-être plus. 7 mois. L'affaire n'avait pas commencé après que Gloria soit tombée malade. Elle avait commencé avant, bien avant. Le téléphone de l'infirmière a vibré sur son chariot. Elle a regardé l'écran, puis moi. Son expression a changé pour quelque chose que je n'oublierai jamais. De la pitié. Une pitié pure et dévastatrice. Madame Bennett, vous avez un message de Gloria Bennett. Mes mains tremblaient trop pour tenir le téléphone. L'infirmière l'a lu à voix haute, sa voix devenant plus basse à chaque mot. Merci pour le rein. Ryan va enfin toucher son héritage maintenant. Tu as toujours été temporaire. La pièce a tourné. Les machines bipaient régulièrement. Quelque part dans le couloir, quelqu'un a ri. J'ai regardé Ryan, Cassie, l'avocat avec sa mallette pleine de papiers conçus pour effacer 7 ans de ma vie. Pourquoi? Ma voix est sortie brisée. Petite. Ryan a finalement croisé mon regard. Son expression était froide. Maman avait besoin de toi. Maintenant, elle n'en a plus besoin. Et c'est là que j'ai compris. Je n'avais jamais fait partie de la famille. J'avais été une ressource. Des pièces de rechange à récolter et à jeter. Il m'avait utilisé et maintenant il me jetait. Ma sœur Tania est venue me chercher à l'hôpital 4 jours plus tard. Ryan était déjà parti, avait déménagé de notre maison pour un appartement en centre-ville avec Cassie,
selon un SMS laconique qu'il avait envoyé à 23h la veille. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une adresse où je pouvais envoyer le reste de ses affaires. Tania m'a aidé à m'installer sur le siège passager de sa Honda Civic vieille de 10 ans. Chaque mouvement provoquait une douleur qui irradiait de l'incision. J'avais refusé le fauteuil roulant que l'infirmière m'avait proposé, trop fier ou trop têtu ou trop brisé pour accepter que je ne pouvais même pas marcher jusqu'à une voiture par moi-même. Le trajet jusqu'à Kentwood a duré 20 minutes. J'ai pleuré tout le long. Pas des pleurs bruyants et dramatiques, juste des larmes silencieuses coulant sur mon visage tandis que je regardais par la fenêtre un monde qui semblait exactement le même qu'une semaine auparavant. Des arbres bourgeonnant au début du printemps, des gens promenant leurs chiens, des enfants faisant du vélo, tout était normal, tout était inchangé sauf moi. J'étais complètement différente. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, dit Tania tranquillement. Elle gardait les yeux sur la route, me laissant l'espace de m'effondrer sans commentaire. L'appartement de Tania était petit. 2 chambres, une salle de bain partagée avec ses 2 adolescents. Bryce avait 15 ans, grand et silencieux, toujours avec des écouteurs. Simone avait 17 ans, des yeux vifs et protectrices comme sa mère. Ils avaient transformé le salon en un espace de convalescence improvisé pour moi. Des couvertures empilées sur le canapé, des oreillers empruntés à leur propre lit, une table pliante installée avec des bouteilles d'eau et mes analgésiques sur ordonnance. On est doué pour faire de la place, dit Tania en m'aidant à m'allonger sur le canapé. On l'a déjà fait. Je savais qu'elle parlait de l'après-divorce il y a 3 ans, quand elle était passée d'une maison à cet appartement, quand elle avait reconstruit toute sa vie avec un salaire d'aide-soignante. J'aurais dû être plus attentive à l'époque, j'aurais dû apprendre de sa résilience. Au lieu de cela, j'étais absorbé par mon propre mariage, mon propre déni soigneusement construit. La première semaine s'est estompée dans un flou. Je pouvais à peine bouger. L'incision chirurgicale me brûlait à chaque respiration, à chaque changement de position. Je prenais les analgésiques à l'heure, mais ils ne faisaient qu'atténuer la douleur physique. La douleur émotionnelle était tout autre chose, quelque chose qu'aucune pilule ne pouvait toucher. Tania faisait des gardes doubles dans une maison de retraite, des journées de 16 heures qui la laissaient épuisée. Les enfants étaient à l'école la plupart du temps. Je passais des heures seul à regarder la télévision sans vraiment la regarder. Mon esprit rejouait sans cesse la scène de la chambre d'hôpital, la voix froide de Ryan, le ventre de femme enceinte de Cassie, le ton indifférent de l'avocat, le SMS de Gloria. Tu as toujours été temporaire. Les mots tournaient en boucle dans ma tête comme une chanson que je ne pouvais pas arrêter d'entendre, encore et encore. Un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Simone est rentrée de l'école un après-midi et m'a trouvé en train de pleurer sur le canapé. Elle n'a rien dit, s'est juste assise à côté de moi et m'a tenu la main jusqu'à ce que j'arrête. 2 semaines après mon emménagement, je me suis forcé à ouvrir mon ordinateur portable. Je devais affronter la réalité, vérifier les comptes bancaires, payer les factures, comprendre ce qu'il restait de ma vie. Ce que j'ai trouvé était la dévastation. Notre compte courant commun avait 143 $. Notre compte d'épargne affichait un solde de 0, complètement vidé. Puis j'ai vu les cartes de crédit, 3 à mon nom, des cartes que je ne me souvenais pas avoir ouvertes, tout au maximum. J'ai cliqué sur les relevés avec des mains tremblantes. Des frais que je ne reconnaissais pas. Des achats que je n'avais jamais faits. Des avances de fonds retirées il y a des mois. Dette totale, 47 000 $. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Puis j'ai trouvé la deuxième hypothèque. Quelqu'un avait emprunté 95 000 $ contre la valeur nette de notre maison. Les documents du prêt étaient numérisés et enregistrés dans notre stockage cloud partagé. Je les ai ouverts, j'ai regardé la page des signatures. La signature ressemblait à la mienne. Les boucles du M et du P étaient assez proches, mais je n'avais jamais signé ce document. Je ne l'avais même jamais vu. Ryan avait falsifié ma signature. Les factures médicales ont commencé à arriver la même semaine. Des enveloppes épaisses avec les logos des hôpitaux. L'opération de Gloria, les soins post-opératoires, les médicaments, les séances de kinésithérapie. L'assurance avait couvert une partie, mais les lacunes que Ryan avait promis de gérer étaient maintenant ma responsabilité. Dette médicale totale, 33 000 $. Je gagnais 48 000 $ par an en tant qu'enseignante. Après impôts, je ramenais environ 3 200 $ par mois.
Avant l'opération, c'était suffisant. À peine, mais suffisant. Maintenant, c'était impossible. Les avis de saisie sont arrivés en quelques jours. Les créanciers me poursuivaient. Les agences de recouvrement appelaient le téléphone de l'appartement de Tania à toute heure. Je ne pouvais pas me permettre un avocat. Je ne pouvais pas me permettre de faire les courses. Je ne pouvais rien me permettre. Je me suis assise sur le canapé de Tania à 2 heures du matin une nuit, entourée de factures, de relevés et d'avis. Et j'ai enfin compris toute l'étendue de ce que Ryan avait fait. Il ne m'a pas seulement quittée. Il m'a systématiquement détruite. 6 semaines après l'opération, je suis retournée au travail. Je n'étais pas prête. Mon corps me faisait encore mal. J'avais perdu 7 kilos que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Des cernes sombres ombraient mes yeux, peu importe le nombre d'heures de sommeil que je parvenais à avoir. Mais j'avais désespérément besoin du salaire. Mes élèves l'ont remarqué immédiatement. Ils étaient plus calmes avec moi, plus doux. Quelques-uns m'ont demandé si j'allais bien. J'ai souri, j'ai menti et j'ai dit que j'allais bien. Pendant ma période de préparation, je suis allé dans la petite salle de stockage derrière l'aile des arts. C'est là que je dirigeais mon programme de poterie, une activité extrascolaire que j'avais lancée il y a 3 ans, entièrement financée de ma poche. Le four était toujours là, silencieux et froid. Mais les étagères étaient vides. Je louais un petit studio hors du campus pour $400 par mois pour stocker le matériel et finir les projets des élèves. L'argile, les outils, les glaçures, les tours, des années de matériel accumulé, et des dizaines de pièces que les élèves étaient si fiers d'avoir créées. Je n'avais pas pu payer le loyer depuis 2 mois. Le propriétaire avait tout vidé et vendu pour couvrir ce que je devais. Des années de travail d'élèves, mes propres pièces, tous les outils et matériaux, disparus. Je suis resté dans cette salle de stockage vide et j'ai senti une autre couche de chagrin s'installer sur moi. Une autre chose que Ryan avait prise, un autre morceau de ma vie effacé. Plus tard ce jour-là, Dr. Helen Crawford m'a convoqué dans son bureau. Je m'y suis rendu en m'attendant à une réprimande. Ma performance avait été terrible. Ma concentration était inexistante. J'étais à peine fonctionnel. Au lieu de cela, Helen a fermé la porte et m'a fait signe de m'asseoir. Son expression était sérieuse, mais pas méchante. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a 20 ans, dit-elle tranquillement. De manière factuelle. Puis elle m'a tendu un dossier. Le district a un programme d'aide aux employés. Des conseils gratuits, des consultations juridiques, des ressources de planification financière. Je veux que tu l'utilises. J'ai pris le dossier avec des mains qui ne cessaient de trembler. Pourquoi m'aidez-vous ? L'expression d'Hélène s'est adoucie. Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais besoin. Et parce que tu es une bonne enseignante, Maya. Ne les laisse pas te prendre ça aussi. J'ai commencé à cumuler 3 petits boulots juste pour contribuer au loyer de Tania. Pendant la journée, j'enseignais à plein temps. Le soir, je corrigeais des dissertations pour une société d'éducation en ligne, un travail abrutissant qui payait $12 de l'heure. Je créais des graphiques pour les réseaux sociaux pour de petites entreprises que je trouvais sur des sites de freelance. Je donnais des cours particuliers à des lycéens via Zoom, les aidant avec leur dissertation de candidature à l'université et la préparation au SAT. Je dormais 4 heures par nuit si j'avais de la chance. Tania s'inquiétait, elle me trouvait à la table de la cuisine à minuit, l'ordinateur portable ouvert, les yeux brûlants de fatigue. Tu vas te rendre malade. Je suis déjà malade, ai-je dit. C'est sorti plus durement que je ne le voulais. Je suis désolé. J'ai besoin d'aider. J'ai besoin de contribuer à quelque chose. Simone a commencé à m'apporter du thé le soir sans qu'on le lui demande. Bryce a proposé de céder sa chambre pour que j'aie de l'intimité et une porte qui se ferme. J'ai refusé. Je prenais déjà trop de choses de cette famille qui avait ses propres difficultés, son propre budget serré, ses propres vies qui n'avaient pas besoin que mon désastre se répande dans tous les coins. Un samedi après-midi, je me suis forcé à trier les boîtes de documents de la maison. Des choses que Ryan avait laissées derrière lui ou qu'il ne se souciait pas assez de prendre. De vieilles déclarations d'impôts, des papiers d'assurance, des relevés bancaires d'il y a des années. Je ne cherchais rien de spécifique. J'avais juste besoin d'organiser,
de sentir que j'avais le contrôle sur quelque chose, même si ce n'était que classer des papiers. Puis je l'ai trouvé. Une police d'assurance vie. Le papier était impeccable, officiel. Je l'ai déplié lentement. Titulaire de la police, Ryan Bennett. Assuré, Maya Bennett. Bénéficiaire, Ryan Bennett. Capital d'essai, 250 000 $. Date de la police, 15 janvier, 2 mois avant l'opération de Gloria. Je l'ai lu 3 fois. Mes mains sont devenues complètement engourdies. Le papier a glissé de mes doigts et a dérivé jusqu'au sol. Si j'étais morte pendant l'opération, s'il y avait eu des complications, une infection, une erreur chirurgicale, n'importe quoi, Ryan aurait touché $250 000. La chronologie s'est mise en place avec une clarté écœurante. Il avait souscrit la police avant même que Gloria n'appelle pour dire qu'elle avait besoin d'une greffe, avant que la famille ne se fasse tester, avant qu'il ne sache que j'étais compatible. Il avait planifié ça. Je n'étais pas de la famille. Je n'étais même pas une personne pour lui. J'étais un investissement, un actif, une ressource à extraire et à jeter, ou à encaisser si les circonstances s'alignaient correctement. J'ai ramassé la police avec des mains tremblantes. J'en ai pris une photo avec mon téléphone. Puis j'ai trouvé le dossier qu'Hélène m'avait donné et j'ai sorti le numéro de l'aide juridique. Mes mains tremblaient toujours quand j'ai composé le numéro. Une femme a répondu à la 3e sonnerie. Aide juridique de l'Ouest du Michigan. Bureau de Marcus Webb. J'ai besoin d'aide, ai-je dit. Ma voix semblait étrange, distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je pense que mon mari a commis une fraude, et je pense qu'il espérait que je meure. Marcus Webb m'a reçu à son bureau le lundi matin suivant. Son espace de travail était petit, encombré de dossiers et de manuels juridiques, niché dans une maison convertie qui servait de siège à l'aide juridique de l'Ouest du Michigan. Il avait la cinquantaine, des cheveux grisonnants et des yeux fatigués qui avaient vu trop d'histoires comme la mienne. Je lui ai tendu la police d'assurance vie. Il l'a lu lentement, son expression a changé. Puis il l'a posée et m'a regardé. Racontez-moi tout. Alors je l'ai fait. Le compte d'épargne qui diminuait, la pression de la famille de Ryan, l'opération, les papiers de divorce dans ma chambre d'hôpital, le SMS de Gloria, les signatures falsifiées sur la 2e hypothèque, les cartes de crédit au maximum que je n'avais jamais ouvertes. Marcus prenait des notes sur un bloc-notes jaune. Son écriture était terrible, mais ses questions étaient précises. Il a posé des questions sur les dates, les montants, qui étaient présents lorsque les décisions ont été prises. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Puis il a tapoté la police d'assurance vie avec son stylo. C'est plus qu'un divorce, Maya. C'est de l'exploitation financière, peut-être de la fraude. Pouvez-vous le prouver? Je peux essayer. Il a sorti un formulaire de déclaration de faillite vierge. Nous allons déposer ça avec une demande d'enquête spécifique. Le syndic examinera les documents falsifiés, les dettes frauduleuses. Si nous pouvons établir un schéma d'exploitation, nous pourrions peut-être faire déposer des accusations criminelles. Je ne me suis pas permis d'espérer. L'espoir m'avait mise dans ce pétrin. Quelles sont les chances? Marcus a croisé mon regard. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je fais ça depuis 20 ans, et je n'ai jamais vu un cas aussi clair. La police d'assurance vie seule est accablante. Combinée avec tout le reste, nous avons une vraie chance. Il a déposé la déclaration de faillite cet après-midi-là. Puis il m'a donné une carte pour une conseillère, Dr Patel, qui travaillait avec le programme d'aide aux employés offert par le district scolaire. Vous avez besoin de parler à quelqu'un qui n'est pas un avocat, a dit Marcus. Quelqu'un qui peut vous aider à traiter tout ça. J'ai commencé à voir Dr Patel 2 fois par semaine. Elle était plus jeune que je ne l'attendais, peut-être 40 ans, avec des yeux bienveillants et une façon de poser des questions qui me faisaient réfléchir au lieu de simplement réagir. Elle ne jugeait pas, n'avait pas de pitié, elle écoutait simplement. 6 mois se sont écoulés comme ça, lentement, douloureusement, mais quelque chose a changé. Je vivais toujours avec Tania, je cumulais toujours 3 emplois, j'étais toujours enseveli sous des dettes qui saisissaient mon salaire chaque mois. Mais je fonctionnais, je survivais. La procédure de faillite suivait son cours. Marcus appelait toutes les quelques semaines avec des mises à jour. Le syndic enquêtait.
Des documents étaient réclamés par Sulpena. Les choses avançaient. À l'école, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mes élèves se sont ralliés autour de moi. Je ne sais pas qui a commencé, probablement Jada Morrison ou l'une des autres terminales, mais ils ont organisé une collecte de fonds, une vente de gâteaux pendant les pauses déjeuner, une vente aux enchères d'œuvres d'élèves. Ils ont récolté $800. Quand ils m'ont présenté le chèque, j'ai pleuré devant 30 adolescents. C'est pour votre programme de poterie, mademoiselle Parker, a dit Jada fermement. Vous l'avez toujours financé vous-même. Maintenant, c'est nous qui le finançons. Ce n'était pas assez pour relouer le studio, mais c'était assez pour acheter de l'argile et des outils de base. J'ai recommencé à enseigner la poterie pendant les pauses déjeuner, là, dans la salle de stockage derrière l'aile des arts. Des enfants qui n'avaient jamais pris de cours d'art sont venus. Ils s'asseyaient à des tables de fortune, façonnaient l'argile avec leurs mains et parlaient de leur vie, de leur famille, de leurs difficultés, de leurs rêves. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement en train d'enseigner, je les guérissais, et je me guérissais moi-même. Puis, un mardi d'octobre, l'appel est arrivé. J'étais en plein cours avec une classe de seconde, démontrant des techniques d'aquarelle, quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Politique de l'école. Pas de téléphone pendant les cours. Il a vibré encore et encore. Pendant l'interclasse, j'ai vérifié. Cet appel manquait. 3 messages vocaux. Tous de Ryan. Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 6 mois. Pas depuis que Marcus avait envoyé une lettre de mise en demeure concernant tout contact ultérieur en dehors des procédures de divorce officielles. Je suis sorti dans le couloir, loin de l'agitation des élèves, et j'ai écouté le premier message vocal. La voix de Ryan était différente. Tendu, paniqué, dépouillé de la confiance froide qu'il avait dans cette chambre d'hôpital. Maya, le rein de maman a lâché. Une infection. Ils disent qu'elle a besoin d'une autre greffe immédiatement. Cassie ne peut pas donner. Complications de grossesse. Tu es toujours la meilleure compatible. Nous devons parler. S'il te plaît, rappelle-moi. Le deuxième message était plus long, plus désespéré. Maya, je sais que tu es en colère, mais c'est une question de vie ou de mort. Nous pouvons trouver un arrangement. Il y a de l'argent de la succession de maman. Nous pouvons régler la dette, t'aider, tout ce que tu veux. Appelle-moi, c'est tout. Le troisième message n'était que des respirations, lourdes, saccadées. Puis un clic. Je suis resté dans le couloir, les élèves se précipitant vers leur prochain cours, et je n'ai rien ressenti. Pas de sympathie, pas de colère, pas de culpabilité, juste une certitude froide et claire s'installant dans mes os. Je n'allais pas refaire ça. J'étais sur le point de supprimer les messages vocaux quand Jada Morrison est apparue à côté de moi. Elle avait un laissez-passer en main, se dirigeant probablement vers la bibliothèque. Mademoiselle Parker, ça va? J'ai forcé un sourire. Ça va. Les yeux vifs de Jada n'ont pas été dupes. Ça n'avait pas l'air d'aller. Elle a fait un signe de tête vers mon téléphone. C'était à propos de la mère de votre ex? Je ne savais pas à quel point mes élèves en savaient. Je ne leur avais jamais parlé directement de l'opération, du divorce, de rien de tout ça. Mais les lycéens entendent tout. Ils voient tout. Ouais. Elle a besoin d'un autre rein. Jada est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit quelque chose qui m'a laissé pantoise. Ma tante a donné un rein à sa sœur il y a 5 ans. Elle a dit que les médecins l'avaient testé pour tout. Sang, génétique, toutes sortes de choses. Ont-ils trouvé quelque chose sur vous? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ma tante a découvert qu'elle avait ce truc sanguin rare qui faisait d'elle une sorte de super donneuse. Les médecins lui ont dit qu'elle pouvait aider beaucoup de gens. Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose comme ça? Mon esprit s'est vidé. Puis il s'est emballé. Le dépistage des donneurs, les tests sans fin, les prises de sang, le typage tissulaire, les panels génétiques. J'avais signé tellement de formulaires de consentement que j'avais arrêté de les lire, j'avais été piqué, examiné et scanné pendant des semaines. Les médecins s'étaient concertés dans des conversations dont je ne faisais pas partie, parlant dans un jargon médical que je ne comprenais pas. Mais personne ne m'avait jamais assise pour m'expliquer ce qu'ils avaient trouvé.
Ce qui faisait de moi une si parfaite compatible. Je ne sais pas, ai-je dit lentement. Ils ne me l'ont jamais dit. L'expression de Jada a changé pour quelque chose comme de l'inquiétude. Vous devriez vous renseigner, mademoiselle Parker. Ma tante a dit que c'était important, vraiment important. La cloche a sonné. Jada s'est dépêchée d'aller en cours. Je suis resté là, dans le couloir vide, mon téléphone toujours à la main, les messages vocaux de Ryan toujours non supprimés. Cet après-midi-là, pendant ma période de préparation, j'ai appelé l'hôpital et demandé mon dossier médical complet de l'opération. Ils ont dit que cela prendrait 7 à 10 jours ouvrables. Je leur ai donné l'adresse de Tania et j'ai attendu. Le dossier est arrivé une semaine plus tard. 63 pages. Documentation médicale à simple interligne, résultats de tests, notes chirurgicales, évaluation post-opératoire. Je me suis assise à la table de la cuisine de Tania après minuit, tout le monde endormi, et j'ai lu chaque mot. La plupart étaient du jargon technique que je ne comprenais pas. Abréviations, chiffres, codes médicaux. Mais enfoué à la page 47, dans une section intitulée « Évaluation de la compatibilité du donneur », je l'ai trouvé. Le patient présente une configuration rare d'haplotype human leucocyte antigen B57-01, human leucocyte antigen DRB1-3h1, human leucocyte antigen DQB1-2h1 avec une compatibilité croisée extraordinaire sur plusieurs groupes tissulaires. Potentiel de donneur universel noté pour des populations de receveurs spécifiques. Profil génétique signalé pour considération au registre national. Recommandations de suivi et de conseils concernant les implications du don. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher chaque terme sur Google. Haplotype human leucocyte antigen, compatibilité croisée, potentiel de donneur universel. Ce que j'ai appris a fait trembler mes mains. Je n'étais pas seulement compatible avec Gloria. J'étais potentiellement compatible avec des dizaines, peut-être des centaines de personnes avec des types de tissus rares spécifiques. Ma constitution génétique était médicalement précieuse, exceptionnellement rare. Les médecins le savaient. Ils l'avaient documenté, signalé, recommandé un suivi. Personne ne me l'avait jamais dit. Ryan ne s'est pas seulement marié avec moi. Il s'est marié avec une mine d'or médicale, une banque d'organes ambulante. Et Gloria n'avait pas seulement besoin de moi. Il voulait me garder dans la famille comme assurance, comme plan de secours pour les besoins futurs. L'héritage que Gloria avait mentionné dans ce SMS, Ryan va enfin toucher son héritage maintenant, il ne s'agissait pas d'argent. Ou peut-être que si. Mais il s'agissait aussi de ça, de me garder accessible, de maintenir le contrôle sur une ressource qu'il considérait comme la leur. La famille de Ryan ne me voyait pas comme une personne. Ils me voyaient comme des pièces de rechange, renouvelables, récoltables. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis assise dans la cuisine sombre, écoutant Tania ronfler doucement dans la pièce à côté. Le réfrigérateur bourdonnait, le chauffage s'est mis en marche, et quelque chose en moi s'est durci comme de l'acier. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marcus Webb. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix ensommeillée. Maya ? Il est 1h du matin. J'ai besoin de vous montrer quelque chose, ai-je dit. Ma voix était stable. Et ensuite, j'ai besoin que vous m'aidiez à m'assurer qu'il ne refasse jamais ça à personne d'autre. Marcus m'a retrouvé dans un café près du palais de justice le lendemain matin. J'ai tout apporté. Le dossier médical avec l'évaluation de compatibilité génétique surlignée, la police d'assurance vie, des copies imprimées de chaque relevé de carte de crédit frauduleux, les documents de la deuxième hypothèque falsifiée, les relevés bancaires montrant le drainage systématique de nos comptes. J'avais tout organisé dans un dossier, chronologiquement, étiqueté avec des post-it. Marcus a commandé 2 cafés et a étalé les documents sur la table. Il a tout lu méthodiquement, son expression illisible. Il a pris des notes, a posé des questions sur les dates et les montants, a recoupé la date de la police d'assurance vie avec la chronologie du diagnostic de Gloria. Quand il a eu fini, il est resté silencieux un long moment, assis là à regarder la police d'assurance vie, la mâchoire serrée. Puis il a dit, « Ma femme a donné un rein au père de son ex-mari il y a 12 ans. » Je ne m'y attendais pas. J'avais supposé que Marcus prenait ces cas par un sens abstrait de la justice, pas à cause de quelque chose de personnel. Marcus a regardé son café, ne l'a pas bu. Elle s'appelait Rebecca. Elle avait 28 ans.
Ils étaient mariés depuis 3 ans. Le père avait besoin d'une greffe, et Rebecca s'est portée volontaire parce qu'elle l'aimait, voulait prouver qu'elle était engagée dans la famille. Sa voix était plate, comme s'il avait déjà raconté l'histoire, mais elle faisait toujours mal. 2 semaines après l'opération, alors qu'elle se remettait encore, il lui a remis les papiers du divorce. Il s'est avéré qu'il la trompait depuis des mois. Elle était dévastée. Il a fait une pause, a pris une profonde inspiration. Puis les factures médicales sont arrivées. Il lui avait laissé toute la dette. Elle ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas payer, a perdu son appartement. Elle a sombré. Sa voix s'est légèrement brisée. Elle s'est suicidée 16 mois plus tard. Ma gorge s'est serrée. Marcus, je suis tellement désolé. Il a croisé mon regard. Je suis devenu avocat de l'aide juridique à cause d'elle. Je cherche un cas comme le vôtre depuis 12 ans. Un avec des preuves claires de coercition, de fraude et d'exploitation. La police d'assurance vie, les signatures falsifiées, la compatibilité génétique qu'ils ne vous ont jamais correctement divulguée. C'est ce dont j'ai besoin pour établir un précédent juridique. Il s'est penché en avant. Me laisserez-vous me battre pour vous? Je n'ai pas hésité. Oui. Marcus a déposé une déclaration de faillite amendée cet après-midi-là, demandant spécifiquement une enquête pour fraude. En 2 semaines, une syndic de faillite nommée Linda Morale a été assignée à mon cas. Linda avait la quarantaine, des yeux vifs et une sorte d'intensité qui rendait les gens nerveux. Elle était minutieuse, implacable et profondément peu impressionnée par la piste de paperasse de Ryan. Elle a réclamé des relevés bancaires remontant à 5 ans, des relevés de cartes de crédit, des documents de prêt. Elle m'a interrogé pendant des heures dans un bureau sans fenêtre, documentant chaque signature falsifiée, chaque dette cachée, chaque mensonge que Ryan avait raconté. Elle a posé des questions que je n'avais pas pensé à me poser. Quand avais-je vu nos déclarations d'impôts pour la dernière fois? Avais-je déjà signé une procuration? Ryan avait-il accès à mon numéro de sécurité sociale? La deuxième hypothèque était la preuve irréfutable. La signature de Ryan était légitime. La mienne ne l'était pas. Linda a engagé un graphologue qui a confirmé ce que nous savions déjà. Falsification, claire et délibérée. Linda a transmis les conclusions au bureau du procureur général du Michigan. Une enquête criminelle a été ouverte. Pendant ce temps, j'ai déposé une plainte formelle auprès du comité d'éthique de l'hôpital. Marcus m'a aidé à la rédiger, soigneusement formulée, étayée par des documents. J'ai soumis la police d'assurance vie comme preuve que je n'étais pas une donneuse volontaire agissant de bonne foi. J'étais une cible, une ressource à exploiter. L'équipe juridique de l'hôpital a pris la plainte au sérieux. Ils ont lancé un examen interne du processus de sélection des donneurs, se demandant spécifiquement pourquoi je n'avais jamais été correctement conseillé sur ma rare compatibilité génétique et s'il y avait eu une pression familiale excessive. Ryan a commencé à recevoir des subpénas. Gloria aussi. Donald, le père de Ryan, aussi. Les murs se refermaient. Un soir de fin novembre, j'ai reçu un message Facebook d'un compte que je ne reconnaissais pas. La photo de profil était vide. Le nom n'était que des initiales. C'est Cassie. Nous devons parler. S'il te plaît. Mon premier instinct a été de le supprimer. De bloquer le compte. Cette femme s'était tenue dans ma chambre d'hôpital, enceinte de l'enfant de mon mari, pendant qu'un avocat me remettait les papiers du divorce. Je ne lui devais rien. Mais la curiosité l'a emporté. Ou peut-être que c'était autre chose. Le besoin de comprendre. J'ai répondu. Quand et où? Nous nous sommes rencontrés au parc Riverside le lendemain après-midi. Terrain neutre. Public, sûr. Cassie était assise sur un banc près de l'aire de jeu. Sa grossesse était maintenant dans ses dernières semaines. Elle avait l'air épuisée. Des cernes sous les yeux. Les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle ne ressemblait pas à la femme soignée qui s'était tenue dans cette chambre d'hôpital. Elle avait l'air effrayée. Elle n'a pas perdu de temps en politesse. Ryan a souscrit une police d'assurance vie sur moi. Elle m'a tendu un document imprimé. Je l'ai déplié lentement. Titulaire de la police, Ryan Bennett. Assuré, Cassie Brennan. Bénéficiaire, Ryan Bennett. Capital d'essai,
300 000 $. Date de la police, une semaine après l'opération de Gloria. Mes mains sont devenues froides. J'ai trouvé ça il y a 2 semaines, dit Cassie, sa voix tremblante. Je cherchais nos cartes d'assurance maladie et je l'ai trouvé dans son classeur. Je l'ai confronté. Il a dit que c'était juste de la planification financière standard, que tous les couples font ça. Elle m'a regardé. Mais je ne suis pas stupide. J'ai regardé les dates. J'ai regardé les résultats des tests de donneurs qu'il avait imprimés et laissés dans son bureau. Je ne suis pas compatible avec Gloria. Mon groupe sanguin est faux. Mais je ne le savais pas quand il a commencé à sortir avec moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il allait m'utiliser comme plan de secours. Si tu ne pouvais pas donner ou si Gloria avait besoin de plus tard, il m'aurait poussé à le faire. Et si je mourais pendant l'accouchement ou l'opération? Elle n'a pas fini. Elle n'en avait pas besoin. J'ai ressenti une étrange affinité avec cette femme que j'aurais dû détester. Pourquoi me dis-tu ça? Cassie a sorti une clé USB de son sac à main. Des SMS entre Ryan et sa mère. Il planifiait des stratégies de secours. Des donneurs de rechange. Je les ai trouvés sur son ordinateur portable quand il était sous la douche. Ses mains tremblaient. J'ai peur de lui, Maya. Je dois protéger mon bébé et je veux qu'il soit loin de nous deux. J'ai pris la clé USB. Merci. Cassie a essuyé ses larmes. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je l'ai cru. Marcus a ouvert la clé USB ce soir-là dans son bureau. Je me suis assise à côté de lui pendant qu'il cliquait sur les fichiers. Des SMS, des dizaines, entre Ryan et Gloria, entre Ryan et son père, certains remontant à 2 ans. Nous avons besoin d'un plan de secours si Maya ne fonctionne pas. Cassie est plus jeune, en meilleure santé, pourrait être une bonne option. Est-ce qu'on lui parle des tests génétiques? Non. Restons simples. Moins elle en sait, mieux c'est. Il y avait des feuilles de calcul, de vraies feuilles de calcul, comparant les donneurs potentiels, la compatibilité médicale, les antécédents médicaux, la vulnérabilité financière. Mon nom était en haut. Celui de Cassie était en deuxième. Il y avait 3 autres noms que je ne reconnaissais pas. Le visage de Marcus était blême. C'est une entente. De l'exploitation préméditée. C'est criminel. Les experts comptables que Marcus avait engagés ont terminé leur audit des finances de Gloria une semaine plus tard. Ils ont présenté leurs conclusions dans le bureau de Marcus. Je me suis assise en face d'eux, écoutant des chiffres qui n'avaient aucun sens. Gloria Bennett n'était pas riche. Elle était noyée sous les dettes. 3 hypothèques sur 2 propriétés, la maison à Grand Rapids et un appartement en Floride qui était en cours de saisie. Des dettes de cartes de crédit totalisant 180 000 $. Des factures médicales qu'elle avait ignorées pendant des années. Des privilèges fiscaux, des jugements de créanciers. Sa succession que Ryan ne cessait de mentionner, elle n'existait pas. Tout ce qu'elle possédait était gagé, sous l'eau, construit sur de l'argent emprunté et des mensonges. Gloria avait mené un jeu de passe-passe financier pendant des décennies, utilisant les relations immobilières de Ryan pour jongler avec les actifs, cacher les dettes et maintenir l'illusion de la richesse. Elle avait convaincu son propre fils qu'il y avait un héritage qui l'attendait, que ses sacrifices seraient récompensés. Ryan l'avait cru, m'avait épousé, et aurait probablement épousé Cassie ensuite pour s'assurer des donneurs d'organes, car le style de vie excessif et le non-respect des traitements de Gloria signifiaient qu'elle ne serait jamais éligible pour un rein de donneur décédé par les voies légitimes. L'infection qui a provoqué la défaillance du rein était prévisible. Gloria avait refusé de prendre correctement ses médicaments anti-rejet. Trop cher, avait-elle prétendu, malgré des milliers de dollars dépensés en voyages et en vêtements de marque. Elle a détruit l'organe que je lui ai donné par pure négligence. Et maintenant, elle en voulait un autre. Linda Morale a présenté les conclusions au bureau du procureur général du Michigan, ainsi que les SMS de la clé USB, les polices d'assurance vie, les documents falsifiés, les dossiers de compatibilité génétique que l'hôpital n'avait jamais correctement divulgués. Ryan a été officiellement inculpé de faux, d'exploitation financière et de fraude. Gloria a fait l'objet d'une enquête pour fraude à l'assurance et complot en vue de commettre une fraude. L'affaire pénale a progressé. Je me suis assise dans le bureau de Marcus après la réunion,
regardant la pile de documents qui représentaient la destruction systématique de ma vie. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Marcus s'est adossé à sa chaise. Maintenant, nous attendons. La faillite effacera vos dettes. Le procès pénal prendra des mois, peut-être plus. Mais Maya, il m'a regardé sérieusement, vous allez vous en sortir. Vous allez survivre à ça. Je voulais le croire. Mon téléphone a vibré. Un autre message vocal de Ryan. Je ne l'ai pas écouté. Je savais ce qu'il dirait. Plus de supplications, plus de promesses, plus de mensonges. Je l'ai supprimé sans l'ouvrir. Puis je suis sorti du bureau de Marcus dans l'air froid de novembre et je suis retourné à l'appartement de Tania, où ma nièce m'avait gardé le dîner et où mon neveu avait laissé un mot sur le frigo qui disait « Tu es plus courageuse que tu ne le penses ». Je n'étais pas sûr que ce soit vrai, mais j'étais toujours là, toujours en train de me battre, refusant toujours de leur donner quoi que ce soit de plus. Cela devait compter pour quelque chose. Ryan m'a appelé une dernière fois. C'était un vendredi après-midi. J'étais dans ma salle de classe en train de nettoyer des pinceaux après l'école quand mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais quelque chose m'a dit de répondre. Je l'ai mis sur haut-parleur. Marcus était encore dans le bâtiment. Nous avions prévu de nous rencontrer pour le procès à venir, alors je lui ai envoyé un texto pour qu'il vienne dans ma classe. Il est arrivé juste au moment où Ryan commençait à parler. Maya, sa voix était différente. Brisée, désespérée, dépouillée de toute trace de la confiance froide qu'il avait dans cette chambre d'hôpital. S'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Mais ma mère est en train de mourir. Elle a besoin de toi. Juste cette seule chose, et je ne te demanderai plus jamais rien. Nous réglerons tout. La dette, le divorce, tout. Je te donnerai tout ce que tu veux. S'il te plaît. Marcus se tenait près de la porte, les bras croisés, écoutant. Je suis resté silencieux un long moment. Puis j'ai dit, calme et clair. Non. Ryan a semblé vraiment choqué, comme si le concept de mon refus était incompréhensible. Pourquoi? Elle va mourir. Ce n'est pas mon problème. Ma voix n'a pas vacillé, ne s'est pas brisée. Tu as pris mon rein, mon argent, ma maison et ma dignité. Tu as falsifié ma signature. Tu as souscrit une police d'assurance vie en espérant que je meure. Tu m'as transformé en marchandise. J'ai donné un rein à ta mère. Elle l'a détruit par sa propre négligence. Je ne lui en donnerai pas un autre. Tu es en train de la tuer. Non, Ryan, c'est toi. Toi et Gloria avez fait vos choix. Vous avez menti. Vous avez manipulé. Vous avez exploité. Maintenant, vivez avec les conséquences. J'ai fait une pause. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché. Marcus a posé un document juridique sur mon bureau. Signe ça. C'est un refus formel de demande de don, te protégeant de toute réclamation légale future selon laquelle tu aurais abandonné Gloria ou agi avec malveillance. Tu affirmes ton autonomie corporelle. J'ai signé sans hésiter. 2 semaines plus tard, Ryan a été mis en examen pour fraude. Il a plaidé non coupable. Son avocat a soutenu que les signatures falsifiées étaient des malentendus, que la police d'assurance vie était une planification financière standard, que tout pouvait être expliqué. Le juge a fixé le procès à 8 mois plus tard. Gloria a survécu grâce à la dialyse. Elle a été placée sur la liste des greffons, mais ses antécédents de non-respect des traitements, les médicaments manqués, les rendez-vous de suivi refusés, l'infection qu'elle avait provoquée par négligence l'ont rendue peu prioritaire. Elle attendrait des années pour un rein, si elle en obtenait un jour. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Ma faillite a été prononcée 4 mois après le dépôt. Chaque dette frauduleuse, les cartes de crédit que je n'avais jamais ouvertes, la deuxième hypothèque avec ma signature falsifiée, les factures médicales que Ryan m'avait laissées, tout a été effacé. Je ne suis pas devenu riche. Je suis devenu libre. Ma cote de crédit était détruite. Il faudrait des années pour la reconstruire. Mais je m'en fichais. J'étais en vie. J'avais un emploi. J'avais Tania, Bryce, Simone, mes élèves et un avenir qui n'était pas enseveli sous les mensonges de Ryan.
Marcus ne m'a pas facturé un seul centime. Quand j'ai essayé de le payer, n'importe quoi, il a refusé. Ma femme n'a pas obtenu justice, m'a-t-il dit sur les marches du palais de justice après l'audience de décharge. Ses yeux étaient lointains, se souvenant. Mais vous, si. C'est assez pour moi. Je l'ai serré dans mes bras, cet homme tranquille qui s'était battu pour moi quand personne d'autre ne le ferait, qui avait vu l'histoire de sa femme dans la mienne et avait décidé qu'elle ne se terminerait pas de la même manière. Je suis retourné à l'enseignement à plein temps, sans le poids écrasant de 3 petits boulots. J'ai commencé à dormir 6 heures par nuit au lieu de 4. J'ai repris le poids que j'avais perdu. La couleur est revenue sur mon visage. Mes élèves l'ont remarqué. Mademoiselle Parker, vous avez l'air différente, a dit l'un d'eux. Mieux. Le programme de poterie a grandi. 20 élèves maintenant, se réunissant pendant le déjeuner et après l'école. Dr Helen Crawford a approuvé un petit budget pour le matériel. Pas grand-chose, mais assez. Nous travaillons dans la salle de stockage derrière l'aile des arts, façonnant l'argile avec nos mains, créant quelque chose de beau à partir de la terre brute. Je leur ai dit la vérité un jour, quand un élève m'a demandé pourquoi j'aimais tant la poterie. On peut casser quelque chose et le reconstruire. Ça n'aura pas la même apparence, mais ça peut toujours être solide, peut-être plus solide qu'avant. Ils ont compris ce que je voulais dire. J'ai lancé un blog un samedi soir de mars. Je l'ai appelé « Le coup de donner, littératie financière pour les femmes quittant des relations abusives ». Le premier article était mon histoire, écrite simplement. Sans fioriture, juste des faits. J'ai inclus des documents numérisés, expurgés pour des raisons de confidentialité mais clairs dans leurs preuves. La police d'assurance vie, l'hypothèque falsifiée, le dossier médical montrant la compatibilité génétique que personne ne m'avait expliqué. J'ai écrit sur les signes que j'avais manqués, les signaux d'alarme que j'avais ignorés, la coercition déguisée en loyauté familiale, la destruction financière systématique. Je l'ai posté à 23h un samedi soir et je m'attendais à ce que peut-être 10 personnes le lisent. Le lundi matin, l'article avait 3000 vues. À la fin de la semaine, 15 000. Des femmes ont commenté, partageant leurs propres histoires. Certaines avaient donné des organes. Certaines avaient donné de l'argent à des partenaires qui les avaient trahis. Certaines avaient donné des années de leur vie à des hommes qui les voyaient comme des ressources à exploiter et à jeter. J'ai continué à écrire. J'ai posté sur la protection financière avant le mariage, la compréhension de la dette médicale, la reconnaissance de l'abus financier, les signes avant-coureurs de la coercition, les ressources juridiques pour les victimes de fraude. Marcus Webb a contribué avec des articles d'invités sur les protections juridiques. Dr Patel a écrit sur le traumatisme et la guérison. D'autres femmes m'ont envoyé leurs histoires et je les ai partagées avec leur permission. En 6 mois, j'avais 50 000 abonnés. Des médias m'ont contacté. J'ai été interviewé sur un podcast local, puis sur une émission de radio régionale. Je n'étais pas célèbre. J'étais juste assez visible pour aider les gens qui en avaient besoin. Marcus et moi nous sommes associés pour offrir des cliniques juridiques mensuelles gratuites pour les femmes confrontées à l'abus financier et au divorce. Nous nous réunissions dans la salle de conférence de la bibliothèque publique. Parfois, 5 femmes venaient, parfois 20. Chacune d'entre elles comptait. 2 ans après le divorce, j'ai reçu une lettre de l'hôpital. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine de Tania un mardi matin. L'entête était officielle. Mes mains ont tremblé en lisant. Ma rare compatibilité génétique avait été ajoutée au registre national des donneurs d'organes, non pas pour le don de vivants, mais pour la coordination des donneurs décédés. Si jamais je mourais, mes organes pourraient sauver plusieurs vies. Mais ce n'était pas tout. La lettre expliquait que mon profil génétique avait déjà été utilisé, avec ma permission accordée par un consentement approprié cette fois, pour trouver des donneurs décédés compatibles pour 3 receveurs partageant des marqueurs rares similaires. Un père célibataire en Ohio, un étudiant en Illinois, une grand-mère en Indiana. Mes informations génétiques les avaient aidés à les sauver. Je ne leur ai pas donné mes organes, mais mon existence dans la base de données a aidé les médecins à faire des liens qu'ils n'auraient pas trouvés autrement. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai encadrée. Non pas parce que j'étais fier, bien que je le fusse, mais parce qu'elle me rappelait quelque chose d'essentiel. Ce que je donnais était maintenant mon choix. Selon mes conditions, avec un consentement total, avec dignité.
Jada Morrison a obtenu son diplôme ce printemps-là. Elle a obtenu une bourse complète pour l'université Howard en pré-droit. Lors de la remise des diplômes, elle m'a trouvé dans la foule et m'a serré fort dans ses bras. Je vais étudier l'éthique médicale à cause de vous, mademoiselle Parker. Je vais protéger des gens comme vous. J'ai assisté à la cérémonie avec Tanya, Bryce et Simone. Nous avons pris des photos ensemble, en riant. Une famille construite non pas par le sang, mais par la survie et l'amour. Dr. Helen Crawford m'a prise à part après la cérémonie. Je ne t'ai jamais raconté toute l'histoire, dit-elle tranquillement. Il y a 20 ans, j'ai donné un rein au frère de mon ex-mari. Il a divorcé 3 semaines plus tard. J'ai tout perdu. Ma maison, mes économies, mon estime de moi. J'ai reconstruit ma vie en retournant à l'école, en obtenant mon doctorat, en passant à l'administration. Je t'ai reconnu au moment où tu es revenu travailler après l'opération. Je me suis vu. Mes yeux se sont remplis de larmes. Vous m'avez guidé tout ce temps. Hélène a souri. Quelqu'un m'a aidé quand j'en avais besoin. Je ne fais que passer le relais. Cette nuit-là, je suis rentré à l'appartement de Tanya. Toujours petit, toujours à l'étroit, mais plein de vie, de rire et de sécurité. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un nouvel article de blog. Le titre, Ce que nous valons. J'ai écrit sur Ryan poursuivant un héritage qui n'a jamais existé, perdant tout dans le processus. J'ai écrit sur Gloria construisant une vie sur de l'argent emprunté et des mensonges, finissant seule sous dialyse avec une liste de greffes qui pourrait ne jamais l'appeler. J'ai écrit sur moi-même, perdant tout et construisant quelque chose de réel à partir de rien. J'ai écrit, ils pensaient que je valais un rein, que je valais une signature qu'ils pouvaient falsifier, que je valais un paiement d'assurance vie si je mourais sur la table d'opération. Mais ils avaient tort. Je vaux plus que ce qu'ils pouvaient me prendre. Je vaux ce que je choisis de donner, selon mes conditions, à des gens qui le méritent, pour des causes qui comptent. C'est la différence entre nous. C'est ce que nous valons. Je l'ai posté. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai fait du thé et je me suis assise avec Tanya sur le canapé. Nous avons regardé un film. Nous avons ri. Dehors, l'hiver du Michigan était brutal et froid. Mais à l'intérieur, il faisait chaud. J'avais survécu. Et la survie, avais-je appris, était sa propre forme de vengeance. Pas le genre dramatique et destructeur. Le genre silencieux. Le genre qui consiste à se réveiller chaque matin et à choisir de continuer. Le genre qui consiste à aider les autres pour qu'ils n'aient pas à souffrir seuls. Le genre qui consiste à construire une vie qui vaut la peine d'être vécue à partir des ruines de ce qui a été pris. Ryan a tout perdu en poursuivant quelque chose qui n'a jamais existé. J'ai tout perdu et j'ai construit quelque chose de réel. C'est ce que nous valons. Cette histoire de vengeance par la survie a résonné en vous. Appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été la découverte que la fausse richesse de Gloria n'était que de l'argent emprunté et des mensonges. Quel a été votre moment préféré? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Vous ne voulez pas manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour des mises à jour instantanées.